L'audience est ouverte. Comme on le sait, cet après-midi, la Chambre continuera d'entendre la déposition de la partie civile Denise Afonso, et ce, par vidéoconférence, depuis la France. La défense aura l'occasion d'interroger la partie civile. Madame Afonso, bon après-midi. Bonjour monsieur. Good afternoon, Mr. President. Le président. La parole va être donnée à la défense de Nguyen Chia. Madame, vous serez interrogée par la défense de Nguyen Chia. D'accord, je suis prête. Le président. Merci. La parole est à présent donnée à la défense de Nguyen Chia, si elle souhaite interroger la partie civile. Maître Pang. Merci, Monsieur le Président. Bon après-midi à toutes les personnes présentes dans le prétoire et aux alentours. En particulier, bonjour à vous, Madame Afonso. Pour l'instant, je ne vous vois pas à l'écran. Monsieur le Président, peut-on faire en sorte que la partie civile apparaisse à l'écran ? Le président. Nous allons procéder comme hier. Quand elle répondra à vos questions, nous espérons qu'elle apparaîtra à l'écran. Maître Pang, je comprends bien. Le président. Maître, veuillez patienter. Il y a apparemment des problèmes techniques. Nous espérons pouvoir trouver une solution rapidement.
n'entends rien. C'est bon. Nous sommes revenus. C'est bon. Redéconnecté, j'ai l'impression. Ah non, c'est bon. Le président. La défense de Nunchea a à présent la parole. Maître Paul. Merci, Monsieur le Président. Madame Afonso, bonjour, je m'appelle Jasper Paul. Je suis l'avocat international de Monsieur Nunchea. Je vais vous poser quelques questions. Cet après-midi, je sais que c'est le matin là où vous vous trouvez. Madame Afonso, avant le début de l'audience, lorsque vous avez vérifié que le système du son fonctionnait, je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre ce que vous disiez, à savoir que vous étiez nerveuse dans la perspective de mon interrogatoire. Sachez que je le comprends bien. Aujourd'hui, je vais vous poser des questions directes qui porteront sur votre expérience. Si vous estimez que mes questions sont trop compliquées ou qu'elles sont trop chargées d'émotions, je vous prie de me le faire savoir. Le cas échéant, je passerai à un autre thème. Avez-vous bien compris, Madame Afonso? Oui, maître, j'ai très bien compris votre... Ah non, votre discours. I will. J'ai parfaitement compris. I will today first Maître Paul. En premier lieu, je vais vous poser des questions qui portent sur la situation qui prévalait à Phnom Penh avant avril 75. Ensuite, je passerai à la période que vous avez passée à la campagne. Tout d'abord, la situation à Phnom Penh avant avril 75. Dans votre déposition, vous avez dit que durant les années Lon Nol, beaucoup de réfugiés sont arrivés à Phnom Penh. Pourriez-vous nous donner un chiffre approximatif du nombre de réfugiés qui sont arrivés à Phnom Penh? Écoutez, vous vous posez cette question 32 ans après. Le chiffre exact, je ne pourrais pas vous en citer. Tout ce que je sais, tout ce que j'ai constaté à l'époque, c'était que tous les jours, on voyait arriver des hordes de réfugiés. Et à Phnom Penh, à ce moment-là, il y avait à peu près 2 millions d'habitants. Et avec tous ces réfugiés qui sont cumulés, à la fin, avant de quitter cette capitale, nous étions un peu plus de 3 millions. Mais ce sont des chiffres que je n'ai pas eu l'occasion de tenir les comptes. La défense. Je comprends bien. Mais quand vous étiez à Phnom Penh, à cette époque, avez-vous observé les conditions de vie dans lesquelles se trouvaient les réfugiés qui étaient arrivés en ville? Absolument, ces gens-là arrivaient plus ou moins démunis. Ils ont tout perdu, ils ont laissé une partie de leur vie dans les villages desquels ils étaient chassés. C'est eux-mêmes qui nous racontaient les péripéties de leur calvaire. and once they Question.
une fois arrivé à Phnom Penh, où vivait-il? Il y en avait qui avaient de la famille, qui étaient logés par la famille, mais d'autres qui n'avaient personne, ils campaient sur les trottoirs et, encore une fois, je vous répète, je n'ai pas mémorisé exactement les conditions de vie de toutes ces personnes. Parce que nous-mêmes, nous étions très traumatisés par la situation du moment. Avec les roquettes qui tombaient, avec les batailles qui faisaient rage alentour, nous-mêmes, nous étions traumatisés par la vie du moment. Question. Ces gens campaient donc sur le trottoir? Le faisaient-ils partout en ville ou bien dans certains quartiers particuliers de Phnom Penh? Encore une fois, maître, sur ce point, je ne saurais pas vous apporter plus de précision que ce que je viens de dire à l'instant. Question. Madame Afonso, bien entendu, je veux que vous parliez uniquement de ceux que vous avez vus personnellement. Mais au cours de ces 5 années qu'a duré le régime de Lon Nol, je suppose que vous vous êtes déplacé dans la ville de Phnom Penh à certaines occasions. Peut-être avez-vous pu voir des réfugiés qui campaient sur le trottoir. Si tel est le cas, pourriez-vous indiquer si ces réfugiés se trouvaient partout en ville ou bien s'ils étaient concentrés dans un quartier ou dans plusieurs quartiers de la ville? Sur le point des campements des réfugiés, je ne pourrais rien vous dire. Mais ce que je peux vous dire très précisément, c'est que nous fréquentions les militaires, encore une fois, je répète, les officiers, les militaires de la caisse de pension. Et ceux-là avaient de la famille qui revenait se réfugier chez eux. Et eux, ils les hébergeaient. Et de temps à autre, sur certains boulevards, comme le boulevard Mounibon, nous voyons des gens camper à tout hasard. Mais sincèrement, je ne peux pas vous dire aujourd'hui que j'ai fait un détail précis, j'ai mémorisé un détail précis de cette situation. La plupart étaient hébergés par leur famille, leurs amis. Thank you. Question. Merci. Hier, vous avez aussi parlé du prix des denrées alimentaires, comme le riz. Pourriez-vous nous en dire davantage sur le prix des denrées alimentaires à l'époque du régime de Lon Nol? Maître, sur tous les prix exacts, si vous permettez, je pourrais reprendre dans mon livre, parce que moi, aujourd'hui, j'ai 68 ans, j'ai cité des prix à l'époque que j'ai en tête, mais aujourd'hui, vous me demandez comme ça, de but en blanc, de vous dire les prix, je ne pourrais pas vous donner tous les prix exacts, mais dans mon livre, j'ai indiqué tous ces prix, et vous pouvez vous baser là-dessus. Et s'il y a des erreurs, je ne peux rien faire, il se peut qu'il y ait des erreurs là-dessus. Là maintenant, de but en blanc, vous me demandez, je ne pourrais pas vous les citer. Mais je sais que toutes les denrées ont beaucoup augmenté. Il y avait le marché noir. C'était plutôt les commerçants chinois de la ville qui pratiquaient le marché noir. Même le prix du lait concentré sucré que nous fabriquions à l'usine Sotilé avait considérablement augmenté. Mais alors maintenant, vous me reposez cette question, il faudra que vous me permettiez de reprendre mon ouvrage et là-dedans, je pourrais vous citer le prix.
y compris le taux de change de l'époque, le taux du riel, etc. Parce qu'à l'ambassade de France, j'étais payé en francs, moitié franc, moitié riel. Et mon chinois de mari, il échangeait tous les francs pour pouvoir justement acheter à manger. Thank you. I think La défense. Merci, je pense que cette réponse est déjà suffisamment détaillée. Il n'est pas nécessaire de vous référer à votre livre. Je vais citer un extrait de ce livre qui porte là-dessus. Votre livre a été cité hier. La cote en est la suivante, E9/32.2.29. J'en donne les ERN 00 67 83 24. À l'intention des interprètes, je précise que je vais citer ce passage en français. Madame Afonso, Madame Afonso, dans ce livre, vous parlez d'une hausse vertigineuse des prix des produits vitaux, tels que riz, sucre, sel, matières premières pour la fabrication du lait concentré. clé, essence, etc. End of quotes. And I apologize for my Désolé pour ma prononciation, mais ici, vous parlez de cette nette augmentation du prix des produits alimentaires vitaux. C'est ce qui se trouve dans votre livre. C'est ce que vous avez dit aujourd'hui également. Madame Afonso. Les réfugiés qui sont arrivés à Phnom Penh et qui y vivaient parfois sur le trottoir, savez-vous s'ils avaient assez d'argent pour acheter des produits alimentaires élémentaires, et ce jusqu'au mois d'avril 1975? Maître, encore une fois, je vous répète que je n'ai pas eu le temps ou le loisir d'aller me renseigner pour savoir si les réfugiés qui arrivaient et qui n'étaient pas hébergés par des amis ou leur famille avaient suffisamment à manger. Je pense qu'à l'époque, le régime de l'ONOL avait suffisamment de moyens, avec toute l'aide américaine qu'ils recevaient, ils avaient suffisamment de moyens pour aider ces gens-là. Mais moi-même, je n'avais pas le temps de m'occuper de toutes ces questions. Ma famille me préoccupait suffisamment déjà. Et moi-même. Thank you, Madame Afonso. I think that La défense. Merci, Madame Afonso. Je pense que cette réponse est très claire. Vous dites que vous ne savez pas quelle était la situation de ces réfugiés. Je vais donc passer au thème suivant. C'est la situation en matière de soins de santé à Phnom Penh. Madame Afonso, est-il exact que le gouvernement français a rapatrié ses médecins dans la période antérieure à l'arrivée des Khmers rouges dans Phnom Penh? Oui, ce n'est qu'à partir du mois de mars 1975, à savoir un mois avant l'arrivée des Khmers rouges. Le premier avion militaire est arrivé exactement au début du mois de mars. À ce moment-là, les conférences
les enseignants, tous ceux qui voulaient quitter le pays avaient la possibilité d'emprunter ces avions. Puis il y avait un deuxième avion qui était arrivé à la mi-mars pour emmener tout le reste. Ensuite, le dernier avion était arrivé juste avant la chute. Et parmi tous ceux qui quittaient, c'était tous les gens qui habitaient dans Phnom Penh, les Européens, les Occidentaux, les coopérants, les enseignants. Et parmi eux, il y avait les médecins, évidemment, et tous ceux qui étaient là. Les coopérants étaient des médecins dans les hôpitaux à Phnom Penh. Est-ce que c'était suffisamment clair pour vous? Thank you, that is. La défense. Merci, c'est très clair. Savez-vous si cela comprenait également les infirmières françaises? Ah, mais je n'ai pas su s'il y avait des infirmières françaises ou pas qui partaient, maître. J'étais au service culturel. Je n'étais pas au ministère de la Santé. Je ne travaillais pas à la santé. J'étais sur le plan culturel. Et là, j'ai vu les enseignants partir. Donc maintenant, vous me demandez les infirmières françaises? Non. Mais dans le pays, il y avait encore le corps médical cambodgien qui était là. Sauf ceux qui avaient beaucoup d'argent et qui pouvaient quitter le navire avant le chaos. Les riches pouvaient quitter le navire avant le chaos. Ce sont les pauvres qui sont là et qui sont morts. La défense. Merci. Madame Afonso, savez-vous ce qui est arrivé à la population vietnamienne de Phnom Penh durant les années Lon Nol? La population vietnamienne à Phnom Penh durant le régime Lon Nol était en partie rapatriée au Vietnam. Mais il y avait une grande majorité qui était massacrée en cours de route. Sur ce point-là, moi, je peux vous parler. J'ai moi-même vu dans les pagodes des bonzesses vietnamiennes massacrées. Car parmi ces bonzesses, il y avait des amis de ma mère. Ma mère était vietnamienne. Nous avions très peur. Il y avait une chasse à la sorcière. Alors maintenant, je n'ai aucun contrôle. Je ne les ai pas suivis sur le voyage de leur retour au Vietnam, si c'est le cas. Moi, je ne les ai pas suivis. Ma mère était restée avec moi. Voilà, maître, c'est tout ce que je peux vous dire sur ce point-là. Thank you. La défense. Merci. Madame Afonso, toujours dans le livre que vous avez écrit, à ce sujet, il y a une partie dont j'aimerais vous donner lecture pour vous faire réagir. C'est la même cote. Il s'agit de la page suivante, ERN 0067 83 22. Again will be quote. À nouveau, je vais citer en français. Je l'informe, je le dis aux interprètes. Je cite. Les Vietnamiens et les Cambodgiens d'origine vietnamienne subissent bientôt de véritables pogroms ordonnés par Lon Nol, une opération de nettoyage radical, une vague de terreur barbare et sanglante de l'histoire du Cambodge entre 1970 et 1975, suivi par le raz-de-marée de sauvagerie Khmer Rouge. Du jour au lendemain, tous les Vietnamiens sont arrêtés et regroupés au nord de la ville, dans des camps créés à la hâte, dans des écoles des pagodes chinoises, pour être soi-disant rapatriés au Vietnam. Il n'en sera rien. And then on
the next page, À la page suivante de votre livre, je cite à nouveau, les camps de fortune, d'infortune sont vite remplis. Avec la chaleur et le manque d'hygiène, les enfants et les personnes âgées sont les premières victimes des épidémies, notamment le choléra ou la dysenterie. Viennent ensuite les massacres programmés. On exécute tous ceux qui ont embarqué sur les bateaux à destination du Vietnam. Leurs corps sont jetés à l'eau sans autre forme de procès. Les femmes sont violées, les bons et bonzesses accusés de complicité avec le Viet Cong exterminés, leurs pagodes saccagées et brûlées. That's the end of the quote. fin de citation. Pour éviter toute confusion, Madame Afonso, ces persécutions imposées aux Vietnamiens ont eu lieu durant les années Lon Nol, d'après votre livre. Est-ce exact? C'est exact, maître. Mais, n'oubliez pas que le régime de Lon Nol, c'était des nationalistes. Et c'était déjà des anti-vietnamiens. Ils ont profité du fait, de par leur opinion, ils ont dit que dans la communauté vietnamienne, il y avait des éléments vietcong réfugiés. C'est pour ça qu'ils ont créé ces pogroms, ces regroupements et qu'ils ont fait tous ces massacres. C'était des nationalistes. A dit tout ça que j'ai vu dans les pagodes, c'était exact puisque moi-même j'étais rendre visite à des gens que je connaissais qui étaient entassés dans ces écoles chinoises ou ces pagodes chinoises. La défense. Merci. Dans l'extrait que je viens de vous lire, vous parlez aussi des pagodes qui ont été brûlées. De quels événements avez-vous été témoin à ce sujet? Ma mère avait une amie, deux amis même, qui étaient bonzesses et qui étaient dans la pagode, dans la province de Kompong Speu. Et c'était dans la province de Kompong Speu, la pagode où l'amie de ma mère était. C'est cette pagode-là qui a été saccagée, brûlée et où les bonzesses étaient massacrées. Mais à Phnom Penh, les pagodes dans Phnom Penh n'ont pas été brûlées et massacrées. Massacrées, saccagées. So, as far À votre connaissance. Donc, ces massacres de moines ont été commis par les soldats de Lon Nol. Est-ce exact? Je pense que c'est exact parce que à ce moment-là, dans l'intérieur du pays, il n'y avait que les soldats de Lon Nol qui étaient en place. Les Khmers rouges n'étaient pas encore arrivés au pouvoir, si c'est ça que vous voulez me faire dire. thank you. Merci. J'aimerais maintenant parler du prochain sujet, l'évacuation de la ville de Phnom Penh. Je n'ai que quelques questions à vous poser sur ce sujet. Dans votre livre, vous avez dit que la ville était coupée en quatre. Si vous le souhaitez, je peux
vous lire l'extrait, mais peut-être pourrais-je avant vous demander. Vous souvenez-vous que la ville était divisée en 4 secteurs à l'époque? Tout ce dont je me souviens très bien, et encore, c'est que toutes les personnes qui habitaient dans le sud ne pouvaient pas aller vers le nord. Ils n'ont pas. Et qu'il y avait des barrages partout. Ceux qui habitaient dans l'ouest de la ville, par exemple, ma mère était dans l'ouest de la ville, elle était évacuée vers l'ouest. Elle n'a pas pu me rejoindre. Moi, je n'ai pas pu la rejoindre. Je voulais rejoindre l'ambassade de France qui était dans le nord du pays. Impossible. Il y avait des barrages partout. Les barrages étaient partout et ils vous évacuaient selon le secteur où vous vous trouviez. J'étais dans le secteur sud, j'ai dû évacuer vers le sud. J'étais explicite là-dessus, maître. Thank you. Merci, Madame Afonso. Pour vous rafraîchir la mémoire, je vais citer l'extrait de votre livre où vous parlez de la division de la ville. Un extrait que l'on retrouve dans la version française 0067 83 30. Je vais citer en français. Mais cela s'avère impossible. La ville est coupée en 4 par des barrages de soldats. Les habitants du secteur nord évacuent vers le nord, ceux de l'est vers l'est, etc. Nous sommes du secteur sud. End of quote. Fin de citation. Madame, cela correspond-il à la description que vous venez de nous faire de la division de la ville avec des postes de contrôle? Et laissez-moi vous poser la question suivante. Est-ce que la description que vous avez écrite dans votre livre est fidèle à vos souvenirs et à ce que vous avez observé à l'époque? Je pourrais vous dire une chose, maître. Lorsque j'ai constaté que je ne pouvais pas aller vers le nord, que j'étais dans le sud et qu'on m'envoyait vers le sud, que je voulais aller à l'ouest pour voir ma mère, mais que je ne pouvais pas y aller, eh bien, de par ce fait, j'en ai déduit que la ville était coupée de cette façon. Seulement, je n'ai pas eu la possibilité d'aller plus en avant pour vérifier la chose. C'était une déduction personnelle que j'ai tenue moi-même. Puisque la tante de mon mari, qui lui habitait aussi vers l'ouest dans le même secteur que ma mère, aussi était évacuée dans la même direction. Et c'est cette dame aussi qui me racontait aujourd'hui qu'elle a dû partir de l'autre côté. Elle est encore en vie, cette personne. Elle est à Paris. Je l'ai retrouvée à Paris. Thank you, Madame Afonso. Merci, Madame Afonso. C'est très clair. J'aimerais maintenant parler de la période où vous étiez dans les zones rurales. Dans votre livre, vous parlez de Taman. Dans votre livre, vous l'appelez... Vous dites que c'était un despote. Pouvez-vous me dire ce que vous entendiez par cette épithète? Ce Taman était
il était arrivé dans le pays, dans les camps, c'était 2 ans après notre sortie de Phnom Penh. On l'a connu dans les camps à partir de Loti Batran. C'était la période dans le 3e camp, le dernier, 3e et dernier camp. Et c'était un dépôt, c'était lui qui a commencé les purges quand il était arrivé. Parce que tous les tas que j'ai connus, je peux vous les citer. Il y en avait fait à peu près une dizaine. Ça a commencé par Tachen, Taswai, Takrak, Tayem, Talim, Taman. Après, il y a Tasok, Tadun, Tachir, Tasun et Tasoy, le dernier du camp de Loti. Le dernier qui nous a annoncé comment les maris des familles de traite ont été massacrés en nous annonçant la vie des veuves. Voilà. And just to Et à des fins de précision, pouvez-vous nous dire quelle était la fonction, le poste officiel de Taman dans ce village où vous étiez? Quel poste occupait-il? Quel était son titre ou son rôle? Alors, encore une fois, si vous permettez, je vais replonger un petit peu dans mes notes, parce qu'en me demandant comme ça, 32 ans après, je serais incapable de vous donner une précision. Mais je l'ai dit dans mon livre, je l'ai décrit. Alors, encore une fois, maître, si vous avez le document sous les yeux, s'il vous plaît, lisez ce que j'ai mis. Autrement, permettez-moi de relire mes notes. Madame Afonso, il n'y a aucun problème. Je comprends qu'il est difficile de se souvenir de tous les détails. Et je peux très certainement vous lire l'extrait du livre en question. Le passage dans lequel vous écrivez Taman, je vais citer une fois de plus le document original en français que l'on retrouve à la page ERN 0067 83 83. quote, en ce qui nous concerne, le village de Tachen, Taswai, Takrak et Talim forment une sahakar à la tête duquel est nommé un chef. Il s'appelle Taman. C'est une jotia sans pitié. End of quote. And then, Le président. Le président. Je pense qu'il y a eu un problème d'interprétation. Vous lisez en français, maître? Je ne sais pas si cela cause des problèmes en termes d'interprétation simultanée. Maître pas. Je pense que le problème, c'est qu'en français, dans le passage en français, il y a des mots en khmer que je suis obligé de lire phonétiquement ou d'épeler pour les interprètes. Donc, il y a Sahakar et Yotea. Encore des coopératives. and you then say that Et vous indiquez que Taman était un Yaotea sans pitié. is this indeed how you remember? Est-ce donc est-ce le souvenir que vous gardez de Taman? Tout à fait, maître. C'est le mauvais souvenir que j'ai gardé de ce monsieur, Taman. Car quand il était arrivé, les disparitions ont commencé. À ce moment-là, les disparitions des
Et puis les punitions aussi, les vols, si vous n'écoutez pas, si vous déviez un peu de la ligne de conduite d'un car, vous étiez puni. Et quand il était arrivé, le Tatchen, Takras, Tatsai, les 3-4 premiers gars, ils étaient tous démis de leur fonction. Et c'était ce monsieur qui avait pris le contrôle du village, le contrôle de la région, les 3-4 villages regroupés à Loti Batran, le dernier camp. Si mes souvenirs sont bons. And so, Et donc, il est juste de dire que Taman dirigeait le Sahakor. Oui, c'est exact. Excusez-moi, j'ai cru que votre question continuait. Oui, c'est exact. Il dirigeait le Sahakor. Excusez-moi, maître. and 2 pages plus loin, dans votre livre, à la page ERN terminant par 85, je vais citer en français. sous le règne de Taman comme président du Sahaka, les condamnations à mort se multiplient. Is that correct that Est-ce exact que lorsque Taman est devenu président du Sahakor, que les condamnations à mort se sont multipliées? Ou qu'il y en avait plus qu'avant? Maître, c'est ce que j'ai répondu à votre précédente question. J'ai dit qu'avec l'arrivée de Taman dans les camps, nous avions eu beaucoup plus de pertes, ou d'exécutions, ou d'actes de torture, ou de punitions. Est-ce que ça vous suffit comme réponse? Thank you. Tout à fait, madame, je vous remercie, c'est suffisant pour l'instant. Vous avez fait une déposition devant l'éco-juge d'instruction, il s'agit du document numéro D199-15, ERN 00346936. C'est le procès verbal de votre audition devant l'éco-juge d'instruction. Vous y décrivez un chef de district et il est écrit en anglais, ou plutôt dans la version anglaise de votre déposition. Un de ces chefs m'a jugé pour avoir volé un fruit dans un champ de courgettes. Et de plus, il m'a épargné. Il y avait sous lui le chef du village. Fin de citation. Vous souvenez-vous de ce chef de district qui vous a épargné et vous souvenez-vous de son nom? Je me souviens très très bien de cet épisode. Ce n'était pas des courgettes que j'ai volées, mais c'était des aubergines. Le chef du village a demandé aux espions de m'emmener vers l'ouest, qui signifiait la mort. À un moment donné, on attendait, je crois que si je relate, s'il y a peut-être quelques petits détails, mais j'ai attendu, et à un moment donné, les 2 ou 3 soldats m'avaient embarqué dans une pirogue, m'avaient emmené dans un autre village. Et à ce moment-là, j'étais en train d'expliquer ma situation au chef
de ce village, était arrivé sur un vélo, le Kanak Sok. C'était, je crois, un Kanak Sok. Il s'appelait Ta Yen. Lui a commencé par me demander, évidemment, mon identité, ce que je faisais là, pourquoi j'ai volé, pourquoi si, pourquoi ça. J'ai répondu à toutes ces questions. Je lui ai répondu, maître, j'ai volé parce que j'avais faim. Pardon, j'ai dit mythe, pas maître. Mythe. J'ai volé parce que j'avais faim. Il m'avait dit, mais nous aussi, nous avons faim. Pourquoi est-ce que nous ne volons pas? Or, pendant ce temps, dans la petite paillote, de la cuisine de la paillote, la femme et les enfants de ce monsieur, de ce chef du village, étaient en train de manger du riz, du poisson. Ils mangeaient à leur faim. Et moi, j'étais là et je salivais. Mais j'ai supporté, j'ai demandé pardon, je lui ai dit que je ne recommencerai pas. Et c'est là qu'il a commencé par me demander des questions. Alors, vous êtes française, est-ce que vous vous plaisez dans notre pays? Est-ce que vous vous plaisez ici? Est-ce que vous avez envie de repartir dans votre pays? Mais j'ai dit, mais ça ne dépend que d'Ankara. Si Ankara veut me renvoyer chez moi, ça ne dépend que d'Ankara. Est-ce que vous êtes content d'être ici? Est-ce que le travail vous plaît? Mais bien sûr, je suis très contente de travailler. Je leur ai raconté ce qu'ils voulaient entendre. Si je disais le contraire, à l'heure qu'il est, je ne serais plus là pour vous raconter tout ce que j'ai enduré, maître. Donc, j'espère que vous comprendrez la situation. I understand. Donc, je comprends la situation. Je vous remercie d'avoir partagé cette histoire avec nous. Et donc, d'après ce que vous avez pu constater dans votre expérience, avez-vous remarqué si les gens étaient que les gens aimaient les gens comme lui, que ce genre de chefs de district, et eux pouvaient décider si vous alliez vivre ou mourir pour des actes que vous aviez commis. Excusez-moi, je n'ai pas très bien... លោកស្រីបាទតនឆ្លើយតបមានការតវ៉ាសូមអញ្ជើញលោកមេធាវី Le président. Madame Afonso, pouvez-vous attendre un instant car le conseil de la partie civile demande la parole. Maître Jacomine, vous pouvez y aller. Monsieur le Président, je souhaiterais que notre confrère nous précise à quelle période exactement des événements il fait référence, puisque nous ne l'avons pas interrompu depuis tout à l'heure, mais depuis l'évocation du village de Loti Batran, ces faits se sont déroulés à partir après 1976 et ils ne rentrent par conséquent pas dans le champ du procès actuel. Donc nous aimerions avoir des précisions de la part de notre confrère de la défense. Thank you. Maître Parra. Je remercie mon confrère de la partie civile. Et en effet, je peux préciser la période. Mais je fais ici référence à une période qui est assez longue. Si Madame Afonso peut répondre à la question, je fais ici référence à la période où elle était dans les zones rurales, entre le moment de l'évacuation de Phnom Penh et jusqu'à l'année, le début de l'année ou la moitié de l'année 1977. C'est une période pendant laquelle elle a été dans les zones rurales et où elle a vécu les réalités de la vie à la campagne. Et j'aimerais qu'elle puisse nous décrire son expérience de l'époque. Je comprends. Je crois comprendre que la partie civile n'a pas entendu ma question
et donc je vais la répéter. Madame Afonso, d'après vos observations, pendant la période où vous étiez dans la campagne, entre 1975 et 1977, était votre observation donc que des gens comme Tayem et Taman pouvaient décider qui vivait et qui mourait. Maître, pour répondre à votre question, maître, Tayem, je ne l'ai vu qu'une fois. Je ne l'ai rencontré qu'une fois, la fois où moi-même j'ai commis ce délit. Mais Taman, il était en permanence sur l'île avec nous. Et donc, avec lui, il avait le pouvoir de décision. Et tout ce qu'il décidait, c'était Ankara. C'était des décisions venant d'Ankara. Vous n'avez pas suivi la conduite qu'Ankara vous a inculquée. Vous ne devez pas voler, vous ne devez pas mentir, vous ne devez pas faire ci ou faire ça. Alors, si vous déviez de cette ligne de conduite, vous disparaissez. C'est tout ce que je peux vous dire. En effet, et cela me mène à vous poser ma prochaine question. Le sujet a été abordé hier, mais j'ai quelques questions de clarification à vous poser. Madame Afonso, vous est-il possible de nous expliquer ce que vous aviez compris à l'époque, ce qu'était l'Ankara? La première fois que j'ai entendu le mot Ankara, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Je ne savais pas qui était Ankara. J'ai cru que c'était une personne bien précise. Mais c'est au fur et à mesure de mon calvaire, de mon chemin vers l'enfer, que j'ai compris que le mot, et tout le monde nous le disait après, nous avions compris que le mot Ankara, c'était l'organisation ou le parti, je ne sais pas comment vous traduirez ça exactement aujourd'hui. Mais toutes les personnes qui étaient à la tête des villages, qui nous dirigeaient, qui nous donnaient des ordres au jour le jour, qui nous maltraitaient, tout ce qu'ils disaient, ils le disaient au nom d'Ankara. Voilà. Eux, ils étaient là physiquement, connus sous un pseudonyme. Et tout ce qu'ils disaient, c'était Ankara. Mais qui était Ankara? Qui était à la tête d'Ankara? Nous ne le savions pas. Thank you. Merci. Vous avez aussi expliqué hier que vous aviez comparu au tribunal en 1979 lors du procès et que l'on vous avait encouragé à dire la vérité à cette occasion. Savez-vous que des documents émanant de ce procès ont survécu à ce jour, y compris la déclaration que vous y avez faite? Jusqu'à il y a quelques années, les archives de ce procès, je ne savais pas qu'ils existaient. Jusqu'à ces dernières années, ce n'était que vers les années 90 que j'ai découvert que la sentence de ce procès n'a jamais été validée. Et le document dont vous vous en servez aujourd'hui, je ne l'ai eu réellement en main que par mon avocat, maître Julien Rivet, aujourd'hui. Ça fait une semaine qu'il me l'a donné, qu'il m'a communiqué ce document. Jusqu'à ce jour, je n'ai pas eu ce document en main, ni la traduction en anglais. Et j'ai constaté dans ce document que le français était très mal écrit. Il y avait beaucoup d'erreurs, de frappes, d'orthographe, de français, etc.
Madame Afonso, quand avez-vous consulté ces documents? Comme je viens de le dire, maître, ça fait une semaine que j'ai consulté ces documents. Je n'avais pas le temps d'aller fouiller dans les archives du passé. Vous savez que quand j'étais arrivée en France en 79, fin 79, j'avais tout perdu. Je n'avais pas le temps de me consacrer, de me tourner vers ce passé. Donc je n'ai pas été fouillée dans les archives. Et c'est seulement en début de cette semaine que Maître Rivet m'a communiqué une copie de ce document. J'aimerais vous citer un extrait de votre déclaration à l'occasion de ce procès. Et je vous demanderai par la suite s'il s'agissait d'un procès-verbal fidèle de ce que vous avez dit. Surtout, comme vous nous avez dit que la version française présente plusieurs défauts, j'aimerais donc citer le document E3, barre 2144R. Le titre du livre, c'est Génocide au Cambodge, document du procès de Pol Pot et Ieng Sary. Et l'on peut retrouver à l'URN 00 19 05 92. À cette page, vous avez dit, toujours selon ce document, ce n'est que lorsque nous sommes arrivés à Lille que je me suis rendu compte de ce qu'était l'Ankar. L'Ankar veut dire le gouvernement. Toute personne ayant le pouvoir de diriger un village peut parler au nom de l'Ankar. L'Ankar est partout. Fin de citation. Est-ce bien, Madame Afonso, ce que vous avez dit en 1979, que toute personne qui avait la direction d'un village ou d'une équipe de travail pouvait parler au nom de l'Ankar? Tout à fait, maître. C'est bien ce que j'ai dit à l'époque, mais je crois qu'il y a une erreur de traduction parce que le mot Ankar, ça ne se traduisait pas par le gouvernement. Il me semble que le mot Ankar, on le traduit par parti ou organisation. C'est à vous de juger parce que moi-même, je n'étais pas là pour dire comment il fallait traduire les termes du cambodgien en français. Je m'inquiète. La défense. Si je vous pose la même question d'une façon quelque peu différente, à présent, je vais le faire. Est-il vrai que toute personne en position de pouvoir dans ces villages pouvait prétendre s'exprimer au nom de l'Ankar? Tout à fait, maître. Aujourd'hui, je le répète encore, toutes les personnes dirigeant ces camps ou ces villages prenaient la parole au nom d'Ankar. Ils prenaient des décisions au nom d'Ankar. Quand ils voulaient que nous travaillions un peu plus, ils nous disaient c'est Ankar qui nous le demandait. Quand ils venaient ramasser le stock de riz qui nous restait, c'était Ankar qui en avait besoin. Quand ils voulaient envoyer nos enfants ailleurs, c'était Ankar qui le décidait. Alors, qui est Ankar aujourd'hui? Veuillez m'expliquer, s'il vous plaît. Moi-même, je voudrais aujourd'hui comprendre qui était cet Ankar. C'est un homme, c'est une organisation? Veuillez me donner des éclaircissements là-dessus, maître, s'il vous plaît. La défense. J'aimerais pouvoir le faire, Madame Afonso, mais je crains fort que tel ne soit pas mon rôle. Espérons
que ce procès permettra de faire la lumière là-dessus. Vous avez décrit les actes de Taman dans votre village sur la base de l'expérience que vous avez vécue dans ce village concernant Taman. Peut-on raisonnablement affirmer que les dirigeants du Kampuchea démocratique qui se trouvaient à Phnom Penh ne savaient pas toujours quels étaient les ordres que vous donnait Taman dans votre village, même lorsqu'il parlait au nom de Lankar? Le président. Madame Afonso, je vous prie d'attendre un instant. Je donne la parole au coprocureur international. Merci, Monsieur le Président. Il nous semble que cette question va au-delà de ce que le témoin pourrait affirmer. Elle a dit très clairement depuis le début qu'il n'avait jamais vu les personnes qui représentaient Ankar au niveau central, et notamment les accusés. Alors demander si raisonnablement Taman pouvait prendre des décisions sans nécessairement consulter le centre, ce n'est pas des informations auxquelles elle avait accès selon le témoignage qu'elle a donné depuis hier et dans son livre. Donc je crois que c'est une question qui invite la partie civile à spéculer et je ne crois pas qu'elle sera en mesure d'y répondre. À ce moment-là, il me semble que cette question ne se justifie pas. Merci, Monsieur le Président. La défense. Merci, Monsieur le coprocureur, pour ces observations. Je ne demande pas à Madame Afonso de spéculer. Je lui demande de déposer sur l'expérience qui a été la sienne dans ses rapports avec Taman lorsqu'il imposait la discipline au quotidien, lorsqu'il punissait des gens, lorsque supposément il exécutait des gens. De quelle manière est-ce que la partie civile percevait les choses? Monsieur Taman était un despote jouissant d'un pouvoir discrétionnaire, ou bien est-ce que tous ces actes étaient le produit d'ordres venant de plus haut? Je pense que la partie civile devrait être en mesure de répondre à cette question. Mais pour gagner du temps, je vais passer à la suite. Il s'agit du dernier thème que j'ai l'intention d'aborder. Il s'agit du tribunal où vous avez comparu comme témoin en 79. Hier, vous avez dit n'avoir reçu aucune instruction. Les seules instructions reçues, avez-vous dit, c'était que vous ne deviez pas mentionner que votre mari était communiste. Savez-vous pourquoi il voulait que vous fassiez l'impasse sur cet aspect de votre déclaration? Aujourd'hui, avec le recul, je comprends parfaitement la décision de l'époque où on m'avait dit de faire l'impasse sur les convictions communistes de M. Phu Thanh Sein. Je sais pourquoi, parce que si je mentionnais, si je donnais cette information, ça veut dire que dans la globalité, tous les communistes étaient jugés. Ils étaient coupables. Je vous dis avec le recul, mais sur le moment, j'ai exécuté ce qu'on m'avait demandé de faire. Ce monsieur qui m'avait demandé de dire ça, c'était un écrivain vietnamien, c'était M. Nguyen Cat Lien. C'est lui qui avait mon manuscrit en main et qui me l'a textuellement demandé.
Et malheureusement, ce monsieur est décédé aujourd'hui. C'était un très grand écrivain vietnamien. Alors moi, ce que je viens de vous dire, c'était avec le recul que j'ai compris la situation. Mais sur le moment, je n'ai pas cherché à comprendre. Sur le moment, tout ce que je voulais, c'était quitter l'enfer. Quitter cet enfer que je ne veux plus voir et revoir. Ça vous suffira, maître? La défense. Je crois comprendre un peu mieux les choses à présent, mais peut-être que je reviendrai plus tard sur ce point mineur, si j'en ai le temps. Pour l'instant, je passe à autre chose. Alors que vous assistiez au procès en tant que témoin, avez-vous écouté la déposition d'autres témoins? Oui, maître. J'ai assisté, j'ai écouté la déposition de toutes les autres victimes qui étaient présentées. Il y avait des bons, il y avait des femmes, il y avait des femmes, et défilé, mais maintenant vous allez me demander qui étaient ces victimes. Alors maître, dans les archives, vous avez les noms de toutes ces victimes qui étaient venues témoigner à la barre ce jour-là. Moi-même, je n'ai pas pris de notes ce jour-là. J'étais en train de pleurer. Je pleurais parce que c'était très, très dur pour moi d'entendre tous ces témoignages. C'était très dur. La défense. Merci, Madame Afonso. Je ne vous interrogerai pas sur leur déclaration proprement dite, mais j'aimerais citer un extrait de votre livre à nouveau. Il s'agit de la page suivante, ERN 0067, 84-21, je vais citer en français. Des avocats vietnamiens viennent également prêter leur concours à ceux qui le désirent pour écrire leur témoignage en français ou en anglais. End of quote. Do you remember that? Fin de citation. Est-ce que vous vous rappelez que des avocats vietnamiens sont venus aider les témoins pour la rédaction de leur déclaration? Écoutez, maître, en août 75, nous étions logés dans un hôtel pour justement préparer ce procès. Moi-même, je n'avais pas besoin d'un avocat puisque je leur ai remis une note manuscrite, mais je me souviens très bien qu'il y avait des gens qui venaient de la campagne, qui ne savaient pas lire, qui ne savaient peut-être pas écrire, et il y avait des gens qui étaient là, des avocats qui étaient là pour les assister. Mais je n'ai pas participé à leur entretien. Mais moi, de mon côté, je n'ai rencontré que ce maître, cet écrivain Nguyen Cap Vien. Thank you. And la défense. Merci. Hier, vous avez dit n'avoir jamais entendu parler de gens comme Pol Pot ou Ieng Sary. Or, à la lecture de la déclaration que vous avez faite en 1979 devant le tribunal, les noms de Pol Pot et de Ieng Sary apparaissent. Vous les mentionnez souvent. Comment se fait-il que ces noms soient apparus dans vos déclarations si vous ignoriez leur nom à l'époque? Laissez-moi vous poser la question suivante. Pourquoi avez-vous mentionné les noms de Ieng Sary et de Pol Pot dans le témoignage que vous avez fait au tribunal en 1979? Maître, Pol Pot, Ieng Sary, c'était des noms inconnus pour moi jusqu'à la sortie des camps de l'enfer.
La première question qui m'a été posée par un officier médecin vietnamien, c'était: savez-vous qui était à l'origine de vos malheurs? Je dis: je ne sais pas. Et c'est lui-même qui m'a dit, il s'appelait Pol Pot Ieng Sary. Voilà. Et c'est à partir de là que j'ai compris que ces personnages étaient impliqués dans nos malheurs. Et que je me suis permise de les citer dans ma déposition de l'époque. Mais jusqu'à ma sortie en janvier 79, s'il n'était pas arrivé à temps, on va dire, ces soldats-là, pour moi, c'était mes libérateurs. S'ils n'étaient pas arrivés à temps, aujourd'hui, je ne serais plus là pour vous parler, maître. La défense. Merci, cela est clair. Dans le même livre que celui que je viens de citer, je donne les URN, 0019 06 98, on retrouve un discours qui a été prononcé à la fin du procès. Je vais citer cela. Après 5 jours de session dans lesquels les faits ont été prouvés et analysés, ce tribunal a fait la lumière et la vérité. Le crime de génocide commis par la clique Pol Pot Ieng Sary est indéniable et indéfendable. Les travaux du tribunal ont montré que chaque citoyen du Cambodge était une victime et en même temps un témoin des crimes les plus atroces commis par Pol Pot Ieng Sary et leurs associés. Un peu plus loin, le discours continue. Je cite: le tribunal révolutionnaire du peuple Cambodge, avec honnêteté, dans le respect des procédures normales, légales, a condamné à mort Pol Pot et Ieng Sary, révélant ainsi leur nature réactionnaire et promouvant la juste cause du peuple du Cambodge et réaffirmant le rôle du Conseil révolutionnaire du Kampuchea en tant que seul représentant authentique et légitime du peuple du Cambodge. Fin de citation. Ce discours a été prononcé par celui qui était à l'époque président, à savoir M. Heng Samrin. Dans ce discours, il souligne que tous les citoyens du Cambodge étaient des victimes et en même temps des témoins des crimes les plus atroces commis par Pol Pot, Ieng Sary et leurs associés. Le discours a été prononcé à une réception donnée en l'honneur d'invités étrangers. Voici ma question. Madame Afonso, avez-vous assisté à cette activité au cours duquel le président Heng Samrin a prononcé ce discours? Étiez-vous présente? Non, maître, je n'étais pas présent à ce discours. C'est pour ça, quand vous avez lu le discours, je n'ai pas très bien compris qui a parlé. Bon, maintenant que vous me le lisiez, je comprends, mais je n'étais pas présente. Moi, j'étais appelée à la barre juste une matinée. J'étais là une matinée, je leur racontais tout ce que j'avais à dire et après, on m'avait libérée. Alors, sur les 5 jours, je n'ai pas suivi les 5 journées de travaux de ce tribunal. Donc je ne peux pas, je ne m'en souviens pas. La défense. Je ne vais donc plus vous poser de questions là-dessus. Madame Afonso, je n'ai plus de questions à vous poser. Au nom de la défense de Nguyen Chea et au nom de mon confrère Maître Son Haroun, mon homologue cambodgien, je vous remercie sincèrement pour vos réponses. Je vous souhaite bonne chance et beaucoup de courage pour l'avenir. Je vais donner la parole à mes confrères de la défense au cas où ils auraient des questions à poser. Je vous remercie, maître. Le président. Merci, maître.
À présent, la parole va être donnée à la défense de Ieng Sary, qui aura l'occasion d'interroger la partie civile, le cas échéant. Maître Ang Udom. Bon après-midi, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les juges. Bon après-midi à toutes les personnes ici présentes et bon après-midi à vous, Madame Denise Afonso. Je m'appelle Ang Udom. À ma droite se trouve mon confrère, Maître Michael Carnavas. Nous sommes les avocats de la défense de Ieng Sary. Pour l'instant, nous n'avons aucune question à vous poser. Toutefois, nous vous remercions sincèrement du temps que vous avez consacré à cet interrogatoire. Le Président. Merci. À présent, la parole est à la défense de Kyo Sampan. Maître Kung Son-on. Merci, Monsieur le Président. Au nom de Monsieur Kyo Sampan, nous n'avons pas de questions à poser à la partie civile. Merci. Le Président. Merci, Maître. Madame Afonso. À présent, comme promis, vous avez l'occasion, en tant que partie civile, de faire une déclaration au sujet des souffrances que vous avez endurées sous le régime des Khmers rouges. Vous avez à présent l'occasion de le faire si vous le souhaitez. Je vous remercie, Monsieur le Président. Justement, je voudrais déclarer aujourd'hui que pendant toute cette période, j'ai énormément souffert. Ma vie, qui était un long fleuve tranquille dans un pays pacifique, a du jour au lendemain basculé dans l'enfer. Et dans l'enfer du jour au lendemain, on vous expropriait, on vous chassait de vos maisons, on démolissait tout ce que vous aviez construit en 30 ans. J'avais 30 ans à l'époque. Toute ma vie, en 30 ans, a été rasée du jour au lendemain. De cette période, j'ai gardé des préjudices, beaucoup de choses. D'abord physique. De par le fait que nous n'ayons pas de soins médicaux, pas de médecins, nous étions mal nourris, nous vivions dans le manque d'hygiène totale, j'ai contracté beaucoup de maladies. La première maladie, la plus importante, était la tuberculose. Si les soldats n'étaient pas, les envahisseurs, si vous voulez, n'étaient pas arrivés à temps, à l'heure qu'il est, je ne serais plus là. C'était la tuberculose. En France, on m'a soignée. J'ai été soignée pendant 3 mois à l'hôpital Saint-Antoine. J'ai attrapé aussi le paludisme et l'hépatite B. De ces deux maladies, j'en ai gardé encore des séquelles. J'ai toujours des mini-crises du paludisme. Ce sont des maladies on ne peut pas s'en débarrasser. Voilà pour les préjudices physiques. Surtout, vous savez, quand vous aviez des crises de paludisme et qu'on venait vous sortir de chez vous pour aller dans les champs, pour travailler les jambes, les pieds dans les rizières, sous un soleil accablant, eh bien, j'aimerais bien vous demander aujourd'hui, messieurs les jurés, monsieur le Président, de vous mettre à ma place à cet instant-là. Comme physique morale, je ne peux pas vous décrire ce que j'ai subi. Nous étions d'abord, comme j'ai parlé, de la déportation. On nous forçait à quitter nos maisons en nous mentant, en nous disant que c'était que pour quelques jours. Vous partez, vous ne revoyez plus vos maisons. Vous partez, vous ne revoyez plus quoi que ce soit. Une fois sur place, on vous obligeait à travailler. Vous vous efforciez de travailler, mais en plus de ça, on se moquait de vous, parce que vous étiez la vieille marin. On se moquait de vous. Vos enfants, on vous les enlevait, on les séparait, sans vous prévenir, sans vous dire où ils allaient. On se contentait simplement de vous dire, Anka s'occupe de vos enfants. Ce ne sont plus vos enfants, ne vous inquiétez pas. Mais quand vous les retrouviez,
Vos enfants ne sont plus vos enfants, effectivement, parce qu'ils ont été endoctrinés de leur côté. Quand vous avez votre fille qui était là, qui mourait de faim, qui vous demandait, maman, aujourd'hui, est-ce que je peux avoir un bol de riz? Mais je n'ai jamais pu donner ce bol de riz à ma fille avant qu'elle ne s'en aille. Alors aujourd'hui, les préjudices, je peux encore vous citer d'autres. Je peux vous citer encore des préjudices. Tout ce qu'on nous a fait, est-ce qu'aujourd'hui on a puni les gens qui nous ont fait tout ça? Si j'ai survécu aujourd'hui j'ai l'air en bonne santé, mais dans ma tête, non. Mais je suis obligée d'être en bonne santé pour les autres, pour mon fils, pour ses filles. Je suis obligée d'être en bonne santé. Je suis dans un monde où il faut travailler pour vivre. Alors mettez-vous à ma place. Mettez-vous à ma place et demandez-vous comment j'ai fait pour m'en sortir. Et encore, alors, comme vous me demandez les préjudices sur la fin, toutes les atrocités que nous avons vues, toutes les scènes de torture, pour une pauvre fille, une pauvre petite chinoise qui a été volée un peu de sucre de palme et qu'on l'étendait au soleil, qu'on nous obligeait à assister à la scène pour nous donner une leçon. Vous croyez que ça, c'est un état on a respecté les droits humains? Est-ce que nous étions des humains encore? Nous n'étions plus des humains, nous étions des animaux. On nous a complètement déshumanisés. Voilà ce que je vais dire aujourd'hui. Et encore aujourd'hui, je vais vous répéter encore et encore si vous vouliez l'entendre. La famille, c'était organisé, c'était programmé, c'était une façon pour le système de nous éliminer tout en ayant les mains propres. Tout en ayant les mains propres, comme ça, ils vont dire, mais c'est pas nous qui avons tué ces gens-là, mais ils mourraient parce qu'ils ont mangé n'importe quoi. Pourquoi est-ce que nous, on ne mourrait pas? N'est-ce pas? Donc, est-ce que c'est pas une façon de nous assassiner proprement et en silence, sans nous donner de soins médicaux, sans nous donner de médicaments? Pour moi, ça, c'est une façon de nous assassiner. C'était programmé d'avance. Voilà, monsieur. Et aujourd'hui, s'il vous plaît, je demande devant toutes ces déclarations, je ne vais pas tout vous les citer, parce que mes nuits sont j'ai toujours des cauchemars quand je dors la nuit, j'ai toujours des cauchemars. C'est la raison pour laquelle je ne veux pas remettre les pieds dans ce pays que j'aime beaucoup. Je ne veux pas y retourner. Ça fait 30 ans, je n'ai jamais envie de remettre les pieds dans le pays parce que j'ai toujours des cauchemars. Je vis hantée par tout ce que j'ai vu, par tout ce que j'ai subi. Et pour moi, dans ma tête, je dis qu'un peuple comme le peuple cambodgien n'a pas pu aller jusqu'à cette limite-là, mais c'était arrivé. Et nous avions subi tout ça. Et je n'étais pas seule. Il y avait tous les autres millions de Cambodgiens. Eux aussi, ils ont souffert, dans leur chair, dans leur âme, dans leur corps. Ils ont tous souffert. Et aujourd'hui, qu'ils peuvent parler, ça les libère. Aujourd'hui, notre plaie, elle est toujours là, elle est béante. On ne peut pas cicatriser. Je ne peux pas refaire ma vie. J'ai refait ma vie, mais je ne peux pas refonder une famille. Non. Aujourd'hui, ma fille me manque. Je n'ai plus que mon fils. Voilà, maître. Mon fils lui-même qui a été tellement traumatisé qu'il n'en parlera jamais parce que lui-même, il a été torturé, il a été flagellé. Voilà, je demande aujourd'hui que la Cour fasse son travail et que les personnes qui ont commis toutes ces actions, ces exactions, soient punies comme il se doit. Je vous remercie, Monsieur le Président et toute la Cour. C'est pas possible. Le Président. La Chambre vous remercie, Madame Afonso. Votre déposition touche à sa fin. Nous espérons que vous aurez ainsi contribué à la manifestation de la vérité. Vous pouvez vous retirer. Nous vous souhaitons bonne chance
Maître Julien Rivet, merci à vous également. La déposition de Madame Afonso est à présent terminée. Je vous remercie. បាទអ្នកបច្ចេកទេសខាងប្រព័ន្ធថតទស្សន៍អាចផ្ដាច់ប្រព័ន្ធថតទស្សន៍ Huissier d'audience, en collaboration avec les services techniques, veillez à débrancher le matériel audiovisuel. À présent, les parties ont l'occasion, le cas échéant, de faire des observations sur la déclaration faite par Madame Afonso au sujet des souffrances qu'elle a endurées. Apparemment, il n'y a aucune demande de parole. Pour information, nous allons entendre la suite de la déposition du témoin Pam Van alias Kampan. Cela avait déjà été annoncé ce matin. En effet, ce témoin devait se tenir prêt pour le cas où la déposition de Madame Afonso se terminerait plus tôt. Le moment est venu d'observer une interruption. Les débats reprendront dans 15 minutes. Les débats reprendront à 15h45.